Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Relirons la Caraïbe reçoit aujourd'hui Colette Ranélie-Vercher-Després. Bonjour. Bonjour, Elsa Justin. Colette Ranélie-Vercher-Després, vous êtes géographe, maître de conférences à l'Université des Antilles, habilitée à diriger des recherches et directrice adjointe du laboratoire AIHP-Géode Caraïbes. Votre thèse de doctorat en géographie, soutenue à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux III, s'intitulait « Les Antilles françaises en transition de la relation privilégiée franco-française à l'ouverture internationale ». Essai d'une géographie des transports. Vous êtes donc intéressé par les problématiques liées au transport, aussi bien à l'échelle de la Caraïbe qu'à l'échelle locale. Nous commencerons nos échanges par deux premières questions sur votre parcours. Tout d'abord, d'où provient votre intérêt pour la géographie et les transports en particulier? Comment devient-on maître de conférences habilité à diriger des recherches en géographie en étant originaire de Marie-Galante? Et ben effectivement, mon parcours s'est construit petit à petit et en lien avec mon vécu personnel. Alors, l'orientation de la géographie est venue progressivement aux années de lycée. J'ai toujours aimé découvrir la nature, notamment découvrir notre environnement. Et donc, je me suis orientée vers la géographie. Donc, j'ai pu faire mon premier cycle universitaire à la Martinique, mais j'ai dû partir ensuite en métropole pour poursuivre mes études. Et je me suis inscrite donc à l'université de Bordeaux III. Et dès l'année de licence, il nous a été demandé de faire une initiation à la recherche et donc de proposer un thème. Et j'ai pensé à quelque chose qui m'avait jusqu'ici beaucoup frappé à l'époque, à savoir la modernisation du transport des passagers entre Marie-Galante et la Guadeloupe. Et à l'époque, on commençait à être mis en service des vedettes beaucoup plus confortables qui ont permis donc d'attirer vers le bateau la clientèle qui jusqu'ici utilisait principalement l'avion. Et donc ce thème progressivement des transports dans les îles des Antilles, j'ai pu l'approfondir en variant donc soit les échelles, soit les modes de transport, soit les méthodes, les outils ou alors les entrées conceptuelles. Et petit à petit, ce parcours s'est enrichi et c'est ce qui m'a permis de préparer mon dossier d'habilitation à diriger des recherches sur le thème de transport et territoire insulaire, approche géographique, où j'effectue une approche beaucoup plus théorique et donc une modélisation des situations de désenclavement des territoires insulaires et donc pas seulement dans l'espace Caraïbe. Alors, entrons maintenant dans une discussion plus axée sur votre analyse de géographe. La Grande Caraïbe se compose de nombreux territoires insulaires. Quels sont les enjeux de cette insularité? Alors, ces enjeux de l'insularité sont nombreux. En effet, les îles antillaises, on le rappelle, forment la bordure orientale du bassin Caraïbe, qui est donc un bassin qui est également continental et maritime. Et en fait, du fait des courtes distances entre les îles, elles ont toujours, au cours de l'histoire, joué le rôle de pont, depuis, par exemple, l'immigration amérindienne en provenance donc du bassin de l'Orénoque, jusqu'aux différentes mondialisations qui se sont succédées depuis le XVIe siècle. Et malgré leur petite taille, les îles antillaises ont eu un rôle géopolitique important. Il faut rappeler qu'à l'époque de la colonisation, elles ont fait l'objet de convoitises de la part des puissances européennes pour les cultures de plantation, mais également, il ne faut pas l'oublier, pour le contrôle des mers et des océans. Et dans le domaine des transports, les enjeux sont importants puisque l'île, comme c'est un espace apparemment bien délimité, donc entouré par la mer, c'est donc un cadre d'études intéressant pour s'intéresser donc à ces phénomènes d'ouverture et de fermeture des territoires.
Et donc, ces transports sont indispensables pour toutes les sociétés humaines parce qu'ils permettent de mettre en liaison des communautés, mais des lieux. Ils sont aussi indispensables à l'aménagement du territoire. Justement, dans cet ensemble insulaire, les Antilles françaises sont spécifiques, car territoire français et européen. Dans quelle mesure les enjeux de l'insularité sont-ils amplifiés par leur appartenance à la France et à l'Europe? Alors, à la différence des autres îles de la Caraïbe qui se sont engagées dans la voie des indépendances, la Guadeloupe et la Martinique ont opté pour la départementalisation en 1946. Elles ont donc choisi de se rapprocher de la métropole et avec elle de la construction européenne. Et donc, le principal enjeu que j'y vois, c'est d'assurer la continuité territoriale avec la France hexagonale, malgré donc les 7000 kilomètres de distance avec le continent européen. Et de plus en plus, l'insularité est présentée comme une source de contrainte du fait de cet éloignement, du fait de la petite taille des marchés locaux, ce qui a valu à ces territoires d'outre-mer de revendiquer et d'obtenir un statut de territoire ultra-périphérique de l'Union européenne, et ce qui leur permet également donc de bénéficier de mesures particulières pour compenser ce qui est présenté comme des handicaps. Dans le domaine du transport des marchandises, quelles sont les caractéristiques de l'évolution des trafics dans les ports des Antilles françaises? Alors, on a longtemps vu le poids de l'héritage colonial dans le fonctionnement de ces ports aux Antilles françaises. Pendant longtemps, ce sont des ports qui ont importé des biens manufacturés et des ports qui exportaient des produits agricoles de l'économie de plantation. Mais depuis les années 1960, du fait de la crise de cette économie de plantation, on a de plus en plus une diversification des flux, avec, par exemple, la mise en place d'industries de substitution aux importations en Guadeloupe ou en Martinique. Et donc, aux entrées, aux importations, on va retrouver des produits pétroliers, des matières premières, des marchandises diverses, dont le volume augmente en même temps que l'élévation des niveaux de vie, mais aussi la modification des modes de consommation. Et les exportations sont restées assez peu nombreuses. Elles sont essentiellement constituées par la banane, dont la production est malheureusement tributaire des aléas climatiques, mais également des difficultés de la filière. C'est pourtant, il ne faut pas l'oublier, le transport de la banane qui a été à l'origine de la modification du transport transatlantique, puisqu'il a fallu, en adoptant la conteneurisation en 1980, il a fallu trouver un système de conteneurs qui puisse à la fois transporter donc des bananes, donc des marchandises à température dirigée dans un sens, et transporter des marchandises diverses dans l'autre sens. Et donc, une des difficultés d'exploitation des ports de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, c'est ce déséquilibre entre les volumes aux importations et aux exportations, un déséquilibre que l'on retrouve dans celui de la balance commerciale, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. À l'échelle régionale, plusieurs compagnies maritimes mondiales sont à la recherche de hubs régionaux. Comment se placent les Antilles françaises dans cette compétition? Un hub régional est-il un plus pour un territoire? Et quels pourraient être les impacts de l'élargissement du canal de Panama sur les ports de la Caraïbe insulaire? Alors, depuis les années 1980, effectivement, de grandes compagnies maritimes mondiales comme Maersk, Evergreen, donc des compagnies qui ont commencé à s'intéresser aux ports du bassin Caraïbe. Leur objectif, c'était de relier les grandes routes maritimes mondiales qui sont de direction est-ouest et qui donc relient les trois pôles de la triade, à savoir l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord. Donc relier ces liaisons est-ouest à des liaisons nord-sud de façon à pouvoir offrir des services à n'importe quel coin du monde. Et c'est pour cela qu'elles se sont intéressées au bassin Caraïbe, qui se situe à proximité de ces grandes routes mondiales. Et donc, le principe d'un port hub, c'est d'accueillir les navires, les gros navires,
de ceux qui effectuent ces routes océaniques pour redistribuer les marchandises vers d'autres directions, mais à bord, cette fois-ci, de navires beaucoup plus petits. Et cette fonction de hub permet de capter, mais aussi de redistribuer des flux, mais elle est souvent aussi source de valeur ajoutée parce qu'il s'agit aussi parfois de transformer ces marchandises, par exemple, dans des zones franches, et ça stimule l'industrie locale. Et donc les Antilles françaises ont essayé de se positionner depuis les années 1980 dans cette course et donc d'attirer des compagnies. Mais malgré une modernisation constante des infrastructures, elles souffrent malheureusement de beaucoup de handicaps par rapport aux îles voisines, notamment à cause de salaires beaucoup plus élevés, et il faut le dire également, à cause d'une fiabilité des plateformes qui n'est pas toujours assurée en raison de conflits sociaux qui sont assez récurrents chez nous. Et l'élargissement des écluses du canal de Panama permet d'accueillir de plus grands navires, en tout cas, et d'attirer des nouveaux flux que la plupart des ports de la Caraïbe voudraient capter. Malheureusement, c'est un système très sélectif et tout le monde ne pourra pas prétendre à devenir un hub à vocation régionale, en tout cas. Alors, intéressons-nous maintenant à la desserte aérienne de la Martinique et de la Guadeloupe. Quels sont les enjeux du transport aérien pour ces deux îles, particulièrement dans un contexte de libéralisation du marché de l'aérien? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la départementalisation a renforcé le rôle de l'axe transatlantique. Et donc, il a également accru la dépendance de la Guadeloupe et de la Martinique, mais également des autres DROM, au transport aérien. Et donc, c'est une situation qui est assez inédite dans l'espace Caraïbe. Elle est même pas comparable à ce que vit, par exemple, Porto Rico vis-à-vis des États-Unis. Et donc, on a une activité aérienne qui est concentrée à environ 90% dans l'espace national. Et le principal enjeu, c'est celui de la continuité territoriale, notamment avec l'Hexagone, ce qui donne lieu à des revendications très anciennes de la part des Antillais, et ce qui a abouti à la mise en place assez récemment de dispositifs sociaux pour favoriser la mobilité, par exemple, des étudiants ou de certains travailleurs. Et donc, depuis la fin du monopole d'Air France en 1986 sur ces liaisons, les trafics vers la métropole ont fortement augmenté. Ils représentent environ les 2/3 des trafics dans les deux aéroports, à Pointe-à-Pitre et comme à Fort-de-France. Et la clientèle est essentiellement composée donc de touristes, essentiellement métropolitains pour l'instant, et d'Antillais qui sont établis de chaque côté de la liaison. Alors, pourquoi parlez-vous de modèle centre-périphérie transatlantique dans le cas de l'aérien? Alors, la route transatlantique, on l'a dit, donc c'est l'axe principal du réseau aérien et elle se limite aujourd'hui à une ligne qui est polarisée sur Paris, notamment et surtout l'aéroport d'Orly. Il n'y a plus aucune autre destination régulière avec les autres villes européennes, à part quelques vols charter pendant la haute saison touristique vers Milan ou vers Francfort, en lien donc avec l'acheminement des touristes, notamment pour la croisière. Et donc, c'est dans ce sens que les Antilles françaises peuvent constituer ce que l'on appelle des périphéries intégrées, selon le modèle centre-périphérie, parce qu'elles dépendent d'un centre décisionnel auquel elles sont bien reliées, ici par le transport aérien. Paradoxalement, pourquoi peut-on dire que les transports aériens contribuent à marginaliser les Antilles françaises dans leur espace régional? Comment réagissent les compagnies aériennes?
Alors, les trafics internationaux sont effectivement donc très limités dans ces aéroports. Ils sont essentiellement concentrés vers quelques îles voisines de la Caraïbe. Et quand on étudie les réseaux aériens dans l'espace antillais ou Caraïbes en général, on se rend compte qu'il y a de nombreux, ce que j'appelle les effets barrières entre des sous-ensembles géopolitiques ou sous-ensemble historique, et donc on constate une absence de connexité, c'est-à-dire une absence de liaison de liaison directe entre les lieux, et on le sait bien, ça se traduit par des distances-temps, des distances-coûts très élevées pour qui voyagent dans l'espace Caraïbe. Et donc, les objectifs qu'avait, par exemple, l'Association des États de la Caraïbe depuis 1999, donc ça date déjà de plusieurs décennies, l'objectif qui était d'unir la Caraïbe par mer et par air est loin d'être atteint. Et donc, les compagnies aériennes tentent malgré tout de quelques unions. On peut prendre l'exemple très récent de l'alliance Carib Sky, qui a été signée entre la compagnie française Air Antilles, la néerlandaise Winair et l'Aliat, qui dessert les territoires anglophones. Et donc, cette alliance permet donc de proposer des interconnexions entre les réseaux respectifs et donc de favoriser le système de réservation, etc. C'est une alliance qui a bénéficié de l'aide financière des fonds européens du Interreg. Très bien. Alors, comment expliquer l'absence de représentation des compagnies de la Caraïbe insulaire dans ces alliances? Alors, ces alliances, elles concernent la plupart du temps des compagnies qui ont même une plus grande envergure. Et je pense également que la plupart des compagnies aériennes de la Caraïbe insulaire appartiennent donc au gouvernement. Donc, ce sont des compagnies publiques qui, dans un système très libéral, ont peut-être du mal à s'impliquer davantage dans ce système de plus en plus concurrentiel et libéral. Alors, comment expliquer la discrétion relative des compagnies aériennes des États-Unis, alors qu'elles faisaient partie des pionnières dès le début du XXe siècle dans la desserte des Antilles françaises? Alors, les compagnies américaines ont profité du fait que pendant longtemps, la France, mais également les autres puissances européennes, étaient techniquement incapables de franchir par les airs l'Atlantique. Et donc, ces compagnies américaines en ont profité pour s'installer dans tout l'espace Caraïbe, notamment la célèbre Paname, qui a fait des Antilles françaises, comme des autres îles, des escales sur ces lignes entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais après la Seconde Guerre mondiale, et notamment avec la mise en place de la réglementation internationale des transports aériens qui a eu lieu donc à la conférence de Chicago en 1944, et qui a permis donc aux États de pouvoir reprendre le contrôle de leur espace aérien. Donc la France a pu établir sa souveraineté sur l'espace antillais. Et donc, malgré le contexte de déréglementation, il y a encore des réticences à signer, par exemple, des accords bilatéraux avec les États-Unis. Et il ne faut pas oublier que notre marché, le marché des Antilles françaises, est soumis à un certain nombre de contraintes, notamment la forte saisonnalité des flux, ce qui fait que on a mis en place, on a maintenu un système d'obligations de service public qui sont imposées à toutes les compagnies qui sont autorisées sur ces lignes. Alors, un mot quand même sur le tourisme de croisière qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans un contexte de crise sanitaire. La Caraïbe est le premier bassin mondial du tourisme de croisière. Alors, comment se positionnent les Antilles françaises? Est-ce que cette activité est un vrai moteur de développement économique pour les îles françaises? Et à l'échelle locale, les ports de croisière contribuent-ils à dynamiser les centres-villes?
Alors, la Caraïbe, effectivement, le premier bassin de la croisière, malgré la concurrence d'autres régions. C'est une activité qui est dominée par le marché nord-américain, qui est très proche, c'est ce qui explique cette vitalité, et elle est dominée par quelques ports bases, des hubs de la croisière qui sont situés en Floride, notamment Miami, Fort Lauderdale, et aux Antilles essentiellement San Juan à Porto Rico et Bridgetown à la Barbade. Alors jusqu'à très récemment, les Antilles françaises se sont singularisées par une baisse de leur fréquentation que l'on peut expliquer de multiples façons, notamment l'absence d'originalité de leurs produits touristique, l'absence également de compétitivité de ce produit de croisière, mais également par le différentiel entre le dollar et l'euro. Mais récemment, depuis 2017, elles ont eu un regain d'activité suite au passage des cyclones Irma et Maria dans les îles du Nord, les grandes escales de Saint-Martin, des îles Vierges, de Porto Rico. Et donc, il y avait un regain de fréquentation avant, bien entendu, la crise sanitaire du Covid-19. Mais ce regain ne fait que montrer la fragilité de ce secteur et la grande variabilité de ce tourisme de croisière. Et au niveau des retombées locales, effectivement, lorsqu'il s'agit que de simples escales, elles sont assez faibles puisque les touristes ne dépensent pas beaucoup dans nos escales. Les retombées sont plus intéressantes lorsqu'il s'agit de croisières que l'on dit basées, puisque là, il faut que le navire soit ravitaillé sur place. Et c'est là qu'il y a plus de retombées économiques. Alors, en matière d'aménagement urbain, les impacts sont intéressants, puisque pour répondre aux souhaits pour attirer les compagnies de croisière, pour offrir davantage de services aux croisiéristes, aussi bien Pointe-à-Pitre que Fort-de-France se sont lancés dans des opérations d'aménagement du littoral, des centres-villes, avec par exemple des cheminements piétonniers, la construction de centres artisanaux, tout cela donc pour récupérer plus de retombées et attirer davantage les touristes. À l'échelle locale, en particulier dans un milieu insulaire, le transport comporte de nombreux enjeux. Si l'on prend le cas de la Martinique, comment s'organise-t-il et quelles sont leurs caractéristiques ? Alors, en ce qui concerne le transport routier, le réseau est de type ce que l'on appelle radial, c'est-à-dire circulaire, avec une convergence des flux vers l'agglomération de Fort-de-France, notamment sur l'artère principale qui est l'autoroute entre le Lamentin et Fort-de-France, où l'on enregistre des flux très très élevés comparativement à l'étroitesse de nos territoires. On enregistre jusqu'à 122 000 véhicules par jour dans les deux sens, donc ce qui se traduit par un phénomène d'embouteillage, donc de congestion des principaux axes, et ça s'explique également par la multiplication du nombre de véhicules individuels, mais également par une complexité croissante des mobilités. Il faut savoir que l'agglomération de Fort-de-France concentre par exemple 70% des navettes domicile-travail. Et donc les embouteillages non seulement pénalisent la vie des habitants, mais il faut penser également aux conséquences économiques que cela crée avec des conséquences sur les entreprises par exemple. Alors, d'après une étude qui avait été réalisée assez récemment, il faut savoir que les 3/4 des déplacements en Martinique se font en voiture, donc on voit le rôle de la voiture individuelle, et 15% se fait en marchant et seulement 9% se fait avec les transports en commun. Alors, justement, en parlant des transports en commun, le poids de l'agglomération fouillalaise est tel qu'un projet de bus à haut niveau de service, appelé TCSP, a laborieusement vu le jour. Quel est votre regard de géographe sur l'impact de cette réalisation ?
Alors c'est vrai qu'on peut utiliser le terme de laborieux pour cet exemple du TCSP martiniquais. Donc depuis la fin des années 1990, il y a une réflexion qui a été engagée pour une modernisation des transports publics, pour donc soulager les flux au sein de l'agglomération de Fort-de-France. Et en août 2018, donc près de 30 ans après, on a finalement abouti à l'inauguration de ce transport en commun en site propre, avec donc un système de bus à haut niveau de service et non pas de tramway comme c'était prévu au départ. Alors, cet exemple montre bien la difficulté, ou plutôt les difficultés et tous les enjeux qu'il y a pour mettre en œuvre une politique de transport qui soit cohérente avec les politiques d'aménagement du territoire et avec les politiques de projets d'urbanisme en général. Et donc, le projet tel qu'il a été pensé et réalisé montre que les terminus du TCSP sont conçus comme des pôles d'échange où arrivent les liaisons d'autobus et où l'on va trouver également des parkings relais. Et dans le centre-ville, à la Pointe-Simon, on favorise également un système de transport intermodal, puisque c'est là qu'arrivent aussi les navettes avec les toisilés. Et il y avait d'autres enjeux en matière d'aménagement du territoire à l'échelle du centre-ville. Ça a été l'occasion de relancer des projets de requalification urbaine. On a également ouvert la Fort-de-France sur la mer, ce qui a profité, comme on l'a vu également, à la croisière. Et finalement, les Martiniquais se sont assez rapidement appropriés ce nouvel outil. Mais on peut, dans ce cas-là, on ne peut que regretter les arrêts multiples depuis la mise en service de cet outil, notamment à cause des grèves au sein du territoire de la CACEM ou alors pour des problèmes techniques. Alors, en termes de durabilité, quels sont les enjeux des transports à l'échelle locale ? Alors, dans le volet environnemental, bien entendu, l'accroissement des réseaux, l'accroissement des trafics entraîne un certain nombre de nuisances pour les milieux, mais également pour l'homme. Alors, on observe une pollution de l'air, une pollution des milieux aquatiques, il y a du bruit, il y a aussi la destruction de milieux naturels ou agricoles. En matière, par exemple, de pollution de l'air, les mesures qui sont régulièrement faites par Madininer, qui est l'organisme qui s'occupe de la qualité de l'air, donc montrent que les principaux axes routiers concentrent la majeure partie de la pollution par le dioxyde d'azote et le long des principaux axes dans l'agglomération fouillalaise, par exemple, on a des valeurs moyennes qui sont souvent supérieures à celles des normes utilisées. Et pour le volet social, on peut par exemple rappeler que les transports, normalement, doivent permettre à toutes les populations d'exercer leur liberté de circulation, ce qui n'est malheureusement pas toujours possible pour certains individus, notamment les personnes les plus vulnérables, celles qui n'ont pas les moyens d'avoir accès aux véhicules individuels, par exemple. Colette Canelli-Verger-Desprez, nous vous remercions pour ces échanges autour des transports et des enjeux qui y sont liés dans la Caraïbe. Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire.